C'est à eux que j'empruntèrent cet arpent de terre, avec cette maison tout au fond. Au bord d'un lac, il y avait cette rivière que j'observais souvent. Je m'y étais mis un soir de pleine lune, et j'observais la lune qui était presque posée sur les nuages. Les nuages étaient sombres et noirs, et il y avait une corneille qui me regardait du haut. Du haut de la maison, cette corneille me regardait. J'étais assis et de derrière je sentais la présence de quelqu'un, quelque chose, comme si l'on m'avait observé depuis longtemps, et j'avais acheté cet arpent de terre. Cette maison aux toits lisses, et recourbé sur lui-même il y avait, sur le côté, recourbé sur lui-même, cet arbre qui laissait tremper des lianes dans l'eau. Il laissait tremper des lianes dans l'eau, et je regardais le tronc de cet arbre qui était recourbé, presque gris, de la couleur du béton et du parterre devant moi. De la couleur du béton, du parterre devant moi, cet arbre était presque gris. Je me retournai vers la maison. Elle était grande, carrée. C'était une maison 4 façades. C'était une maison 4 façades, elle était grande et la porte était restée ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre et pourtant le lustre était allumé. Le lustre était allumé, un grand lustre qu'il y avait à l'intérieur. Il se balançait de droite à gauche, comme si le vent passait entre toutes les fenêtres et faisait une symphonie. Comme si le vent passait entre toutes les fenêtres et faisait une symphonie de décadence qui passait entre toutes les fenêtres et qui laissait un courant d'air apparaître dans l'escalier, qui montait les marches et qui apparaissait au deuxième étage. Il apparaissait au deuxième étage et laissait transparaître cette symphonie au travers de toutes les fenêtres. Il y avait le vent qui passait et quand j'ai ouvert la porte, elle s'est refermée derrière moi d'un coup. J'ai posé le pied en avant et j'ai regardé, à gauche et à droite. J'ai vu la pièce vide, avec seulement une boîte sur le côté. Seulement une boîte sur le côté qui n'était pas ouverte mais fermée. Il y avait un sécateur juste à côté, une pelle et des outils de travail pour aller travailler dans le jardin. Ces outils de travail qu'il y avait à côté pour aller travailler dans le jardin, je ne les ai pas pris. Je me suis assis à côté. J'ai mis la pelle à côté du sécateur et j'ai mis le pied de biche sur le côté. J'ai pris ensuite quelque chose de coupant comme un cutter. J'ai ouvert la boîte et dedans j'ai vu une planche Ouija. Je l'ai posée par terre en prenant le pointeur. J'ai regardé une seule fois au travers mais je n'ai rien vu, pensant qu'il y avait quelqu'un, que c'était pour ça que le lustre au-dessus de moi bougeait. 2 portes sont ouvertes quand j'ai baissé le pointeur et que je l'ai posé. J'ai vu que les murs commençaient à trembler. Il y avait un grand tableau devant moi avec une femme sur un fond noir qui tenait en ses mains un parapluie. Elle tenait en ses mains un parapluie blanc qui avait été fait dans de la soie. Ce parapluie blanc qui avait été fait dans de la soie, elle la tenait. Contre elle, elle avait un animal, juste devant. Un animal qui me paraissait inconnu. Ce pouvait être un puma. Peut-être autre chose. Peut-être autre chose, ce pouvait être un puma. Je le voyais et c'est comme si entre les murs je l'entendais marcher. Il y avait quelques bruits de temps en temps. Quelques bruits de canalisation que j'entendais de temps en temps entre les murs. Et c'est comme si j'arrivais à l'entendre marcher tout autour de moi. J'entendais gronder les murs, j'entendais se fissurer les briques, et j'ai mis le pointeur par terre. Il a bougé tout seul. Était-ce peut-être ma force ou était-ce autre chose? Je me suis alors guidé tout droit vers la fenêtre. Vers la fenêtre, j'ai vu cette femme avec le même parapluie qui avait été fait en daim et en tissu blanc assez fin pour que je puisse le prendre dans mes mains. Elle a levé la tête et m'a regardé. Elle a tourné la tête vers le ruisseau et elle est partie. Elle est partie en marchant avec ce puma qui est à côté d'elle. Ce puma qui est à côté d'elle l'a suivie le long du ruisseau et ne regardait que les vagues qui étaient petites, mais tout de même, à l'intérieur, il y avait une petite profondeur au travers desquelles on pouvait voir les cailloux. Les cailloux qui étaient noirs au travers desquels on pouvait voir la profondeur. Il n'y avait pas de poissons, pas de verdure, rien. Seulement de la terre et de la tourbe, un peu plus dense, un peu plus noire et rocailleuse. Sur les côtés, il y avait de l'autre côté une passerelle en bois. Elle était en train de se désagréger.
de se démonter toute seule et de tomber et de s'effondrer dans l'eau. Je n'ai jamais pris cette passerelle pour aller de l'autre côté, mais cette femme, oui. Elle a mis son pied dessus et j'ai entendu grincer un mur à côté de moi, tout comme la passerelle qui s'était effondrée dans l'eau. J'ai pensé qu'elle était morte, mais elle est arrivée de l'autre côté, continuant à marcher dans les blés et dans les champs. Je l'ai regardée, mais elle ne s'est pas retournée vers moi. J'ai fermé les rideaux et je me suis assis par terre. J'ai repris mes jambes que j'ai redressées contre moi. J'entendais battre mon cœur sur mes cuisses qui étaient redressées sur mon ventre, sur mon torse et sur mon buste. Je me suis alors mis contre le mur. J'étais contre le radiateur, il y avait la chaleur qui me réconfortait. La porte s'était fermée. Il faisait froid à l'intérieur, y compris la chaleur du radiateur qui me réconfortait. La porte s'est ouverte, et le couloir, qui était pourtant éclairé, était sombre. Il était sombre et pourtant éclairé, le couloir que je regardais était sombre, pratiquement noir. Je me suis alors avancé de quelques pas. D'abord, j'ai marché, et j'ai regardé l'extérieur. J'ai passé ma main sur le chambranle de la porte. J'ai appuyé mes paumes contre le chambranle de la porte. J'ai mis mes mains contre le mur à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait un courant froid, comme peut-être une porte ouverte encore une fois, ou alors peut-être une chambre dans laquelle il y a une fenêtre qui est ouverte. J'y ai donc mis un pied dans le couloir et je me suis assis. Je me suis assis proche de la première porte que je voyais ouverte, et il y avait ce petit lustre au-dessus de moi qui éclairait le couloir, qui était censé éclairer le couloir, ainsi que l'escalier dans lequel on descendait. Mais c'est là que je l'ai vu trembler, très légèrement. Très légèrement, je l'ai vu trembler, passer de gauche à droite, de droite à gauche, il tanguait sur les côtés, tout comme le grand lustre à l'avant, là où se trouve la porte d'entrée. La porte d'entrée s'était fermée de plein fouet, en claquant ensuite la deuxième porte qu'il y avait dans le couloir, en claquant ensuite la deuxième porte en pleine entrée qu'il y avait dans le couloir. Je l'ai prise en espérant qu'elle ne se ferme pas sur ma main. Je l'ai prise en espérant qu'elle ne se ferme pas sur ma main. Les murs étaient sombres et j'entendais un bruit. J'entendais un bruit qui paraissait être des clés comme quelqu'un qui ouvrait une porte. J'ai regardé, il y avait une silhouette dans le noir, je n'arrivais pas à percevoir, mis à part l'ombrelle, ou alors peut-être le parapluie qu'elle avait en main. Peut-être le parapluie, ou alors l'ombrelle qu'elle avait en main. Les portes claquèrent, et je regardais ensuite cette femme, qui avait pris un trousseau de clés. Je la voyais choisir, clé après clé, celle qu'elle allait prendre pour ouvrir la porte. La porte s'est refermée, j'ai essayé de l'ouvrir. La femme est sortie sans même prendre en considération le fait que j'étais juste en face de la porte qui s'était ouverte. Elle a continué son chemin, a fermé l'ombrelle ou le parapluie qu'elle avait en main. C'était un beau parapluie. C'était un beau parapluie, blanc, en daim ou alors en soie blanche. Il était en daim et en soie blanche, je voyais qu'il y avait les coutures sur les côtés que j'observais. J'observais de près son parapluie qu'elle tenait vers l'arrière, appuyé sur son épaule. Elle a marché dans les couloirs, et j'entendais comme de plein fouet des portes qui se fermaient autour de moi, ou alors peut-être quelque chose de rocailleux à l'intérieur des murs, des isolations qui étaient en train de s'effondrer. J'avais l'impression qu'il y avait de l'eau qui coulait, et je me suis mis à parler à cette personne, cette femme que je voyais tout le temps dans les couloirs. Elle ne m'a jamais reparlé, n'est jamais réapparue, et j'ai pensé pouvoir la contrôler, pouvoir savoir ce qu'elle voulait. J'ai marché dans les couloirs, j'ai fait les 100 pas dans le grenier. Tout ce que je voyais, c'était un grand cadre et plusieurs petits cadres carrés sur les côtés. C'était toujours des portraits ou alors des modèles vivants. Il y avait une clé devant chaque cadre que j'ai ramassé, pensant que c'était la clé de chaque porte. C'était la clé de quelque chose d'autre. Ça n'ouvrait pas les portes que je pensais se fermer de plein fouet. J'ai regardé ensuite le ciel qui était devenu noir, pourtant nous étions l'après-midi. Il n'était que midi et le ciel était noir comme s'il était déjà minuit, peut-être 1 heure du matin ou plusieurs heures après. J'ai regardé ensuite dehors, et il y avait cette femme qui avait la main dans l'eau. Je me suis approché de la femme qui avait la main dans l'eau dans le ruisseau. J'ai pourtant regardé sa main qu'il y avait dans l'eau, il n'y avait rien. Je suis rentré et fermant la porte derrière moi, j'ai entendu des cris. Je me suis retourné une nouvelle fois, je suis retourné près de cette femme, et là j'ai vu qu'elle noyait son enfant dans la rivière. Pensant espérer le sauver, ce n'était qu'une ombre apparente au-delà de la rivière. J'ai pris mes mains que j'ai plongées dans l'eau, pensant relever l'enfant et le mettre sur le côté. Auprès de moi, je voulais lui mettre
Auprès de moi, je voulais lui mettre par-dessus un tissu, mon manteau, ou peut-être quelque chose qui allait le protéger et le réchauffer. Je pensais lui mettre un tissu que j'avais ramassé par terre, ou alors mon manteau, peut-être quelque chose qui le réchaufferait. Mais j'ai trempé mes mains dans l'eau, je les ai plongées dans les profondeurs de l'eau. Pensant récupérer l'enfant, ce n'était une ombre parasite que la jeune femme faisait semblant de noyer son enfant. Je suis retourné, mouillé de la pluie qui tombait du ciel. Je suis rentré mouillé de la pluie qui tombait du ciel. J'ai fermé la porte derrière moi. Elle avait disparu avant de me lancer un regard qui était furtif par la fenêtre. Elle a disparu, et c'est là que j'ai pu apercevoir que j'étais mouillé, par terre assise contre la porte. J'entendais les pleurs d'un enfant. J'ai été me coucher et les draps de lit, blancs, étaient couverts et imbibés de sang. Après cet incident, je me suis mis à subvenir aux besoins des enfants. Je me suis mis alors à subvenir aux besoins des enfants après cet incident. J'ai vraiment cru que l'enfant était déjà mort, que je ne pouvais plus le sauver. Je me suis soudainement mis à subvenir aux besoins des enfants, ouvrant les rideaux noirs qu'il y avait par-dessus la fenêtre, qui était à moitié pourrie. La fenêtre qui était à moitié pourrie, le bois. Que je sache, le bois était pourri, humide, de l'intérieur il était sûrement déjà mangé par les termites. Et je regardais par la fenêtre, les fenêtres sur lesquelles la pourriture venait s'installer. Je me suis dit alors que cette maison, en regardant de dehors, après avoir descendu les escaliers. Après avoir descendu les escaliers, je jouais avec mes doigts. C'était un tic nerveux. Et je passais ma main sur ma gorge, sentant pourtant mes cordes vocales vibrer. Je ne parlais pas, mais je murmurais tout bas quelque chose, et c'est alors que je suis subvenu aux besoins des enfants. À partir de maintenant, j'allais ouvrir un orphelinat. Une femme est arrivée un peu plus tard. Peu plus tard dans la nuit, une femme est arrivée. S'est présentée, a dit son nom, a présenté son enfant qu'elle a poussé dans le dos. Elle a présenté son enfant qu'elle a poussé dans le dos. Très légèrement, il s'est avancé. L'enfant ne voulait pas rentrer dans la maison, ne me connaissait pas. La jeune femme m'a souri et a posé ses deux mains sur les deux épaules de son enfant. Quand l'enfant est rentré et a fait un premier pas à l'intérieur, il a regardé d'un air perplexe et d'un air apeuré, les murs blancs et le lustre qui tanguait juste au-dessus de lui, comme si ça allait lui tomber sur la tête. Je lui ai demandé s'il voulait monter l'escalier pour aller voir sa chambre. Il ne m'a pas répondu. Il a juste détourné le regard. Il a juste détourné le regard vers la cuisine qui était ouverte. Je lui ai demandé s'il voulait visiter, l'enfant ne m'a pas non plus répondu. Il s'est assis sur le fauteuil et a regardé la télé qui était éteinte. Il a regardé la télécommande que je lui ai offerte en lui donnant un verre d'eau qu'il avait demandé bien avant cela. Il a regardé la télécommande qu'il a pris. Essayant d'allumer la télé, je me suis mis à côté de lui. Je lui ai dit que désormais je serais sa gardienne, que sa mère pourra passer le voir, mais que la télé ne fonctionne pas, qu'il faudra s'occuper autrement. Je lui ai montré sa chambre, je lui ai présenté son lit, un lit en satin. Je lui ai présenté son lit, un lit en drap de satin blanc. Il s'est assis dessus, et alors m'a regardé. Je lui ai apporté une boîte avec plusieurs livres d'histoire. L'enfant a commencé à très légèrement me sourire de temps en temps. De temps en temps, il me souriait très légèrement. Je lui ai alors expliqué que ce lit, en drap de satin, je l'avais laissé là, exprès pour lui. Je l'avais lavé. Il sentait encore bon la lessive, et il était juste à côté de la fenêtre, qui donnait sur le ruisseau. Le jeune enfant a souri, a ouvert la fenêtre, a respiré l'air de l'extérieur, et s'est mis en face de moi. Finalement, pour la toute première fois, il m'a fait un câlin en me prenant dans ses bras. J'étais heureuse, et j'ai mis mes mains très légèrement, sans trop appuyer sur ses épaules. À partir de ce moment-là, il est resté dans son lit la journée. Je lui ai déposé en face de lui. Je lui ai déposé plusieurs boîtes, ne sachant pas que dans une de ces boîtes il y avait la planche Ouija, dans une boîte en carton normale. Ne sachant pas qu'il y avait la planche Ouija dedans. Je lui ai offert et il les a ouvertes les unes après les autres. Commençant à jouer à un jeu, j'étais fier de ce que j'avais fait. Accueillir mon premier enfant dans mon orphelinat, lui offrir un lit, lui offrir un foyer, un toit,
de la nourriture le soir, le matin, le midi. Il m'a regardé et a demandé à être seul. J'ai fermé la porte. Murmurant quelques mots et une berceuse, il s'est endormi et finalement est resté sur son lit. Il s'est réveillé la nuit et je le voyais jouer avec sa lampe de poche avec son drap par-dessus sa tête. Il y avait les reflets par-dessus la vitre. J'étais dehors, assis sur le côté. Assis sur une rambarde qu'il y avait sur le côté, j'étais dehors, et je voyais qu'il y avait une infime lumière. Il y avait une infime lumière, presque minime, qui sortait par la fenêtre de sa chambre. Il jouait sûrement à la boîte qu'il y avait. Il jouait sûrement avec la boîte qu'il y avait sur le côté. Cette boîte de jeux, cette boîte de livres et de romans que je lui avais offert pour qu'il puisse s'occuper autrement que de regarder la télé. Cette télé qui était cassée, appuyée sur un buffet sur lequel je déposais les clés de chaque chambre. Cette armoire en dessous, il y avait 9 tiroirs. Il y avait 9 tiroirs dans lesquels je rangeais des jeux. Je rangeais des livres, ou alors peut-être autre chose. Je rangeais mon courrier, par classification, dans les 9 tiroirs qu'il y avait en dessous de cette armoire. À côté, il y avait la télé sur un buffet, et c'est là que j'ai regardé le papier peint qu'il y avait au mur. Je ne voyais que des visages sur le papier peint. Sur le papier peint, je ne voyais que des visages, et j'étais attentive à chaque détail qu'il y avait. Chaque petit papier peint qui avait été mis aux extrémités des murs, qui avait été retiré dans les coins. J'étais attentive à chaque détail, chaque griffe et chaque trait qui avait été marqué au couteau. J'étais attentive à chaque détail, et pourtant ce papier peint ne représentait que des fleurs, des feuilles, et des rosaces ainsi que des volutes, mais moi je n'y voyais que des visages déformés qui me regardaient. L'enfant n'avait pas peur de ces visages. De fait, l'enfant n'avait pas peur de tous ces visages. Mais moi, je me suis assise, et il est venu à côté de moi. Il est venu à côté de moi avec un jeu. Il l'a déposé par terre et m'a regardé, a demandé si on pouvait jouer. Il m'a tapoté l'épaule très légèrement. Je me suis retourné vers lui. J'étais un peu dans la lune. Je regardais vers le ciel. Au-delà du ciel, je regardais vers le ciel, au-delà du firmament, par-dessus la fenêtre. J'étais en même temps perplexe à regarder ce mur, mais il a tapoté mon épaule, et c'est là que j'ai regardé l'enfant. Il m'a demandé à jouer. Il faisait nuit dehors, et j'ai éteint la lumière. J'en ai allumé une qui éclairait tout l'orphelinat. Là, il m'a regardé et on a commencé à jouer. Toute la nuit, il voulait jouer, il ne voulait pas dormir. Je lui ai dit alors qu'il pouvait garder un livre, le lire. Il a pris une BD, il l'a lu. J'ai dit qu'il pouvait la garder s'il le voulait, dans sa chambre, sur son lit. Il a gardé sa lampe de poche allumée qu'il avait déposée contre un livre qu'il avait gardé ouvert. Il lisait les pages, et je voyais sa silhouette noire en dessous des draps blancs. Je l'entendais rire, de temps en temps je l'entendais lire, à voix basse. À voix basse, de temps en temps je l'entendais lire. Parfois je l'entendais rire. C'était sûrement peut-être une case de la BD que je lui avais offerte qui lui faisait rire. Quelque chose en particulier, mais je ne me demandais pas quoi. Moi j'étais en bas, avec une casserole entre les mains. Je faisais à manger pour lui, et j'attendais qu'il descende, peut-être plus tard ou peut-être avant. Je faisais à manger. Il y avait la fumée qui s'émanait de la casserole, posée sur la taque de cuisson. Il y avait la fumée qui s'émanait de la casserole. Je refermais alors avec le couvercle, et de l'autre côté, la taque de cuisson au gaz était en train de brûler, de devenir de plus en plus chaude, voire même que le fer sur lequel je déposais la casserole, était en train de même devenir rouge tellement il était fort chaud. J'ai donc retiré le couvercle, et là l'intérieur commençait à bouillir, l'eau, et j'ai commencé à couper les légumes les uns après les autres, me rappelant ainsi les marques de couteau qui avaient été frayées sur le mur et sur le papier peint. Je coupais les légumes que je versais par la suite avec une planche, mélangeant ensuite le tout dans une eau bouillante qui était en train de bouillir. Je regardais et je fermais, j'étais concentré dans ce que je faisais. L'enfant est arrivé et a demandé s'il pouvait m'aider. Je lui ai dit que oui, mais il n'a rien fait. Il est reparti dans sa chambre aussi vite qu'il a pris un livre dans l'armoire. Je l'ai regardé et je lui dis « Quel livre tu as pris ?»
Il ne m'a pas répondu. Il est parti lire et a retiré une chaise tout d'abord avant de s'asseoir. Il a retiré une chaise dans la cuisine avant de ne pas s'asseoir, et il est parti ensuite dans sa chambre, pensant qu'il redescendrait peut-être s'asseoir à la chaise, en attendant que je termine ce que je fais, ce que j'étais en train de faire. Il ne s'est pas assis, n'a pas pris son assiette ou ses couverts pour pouvoir s'asseoir à côté de moi, tranquillement en attendant que je finisse. Non, il est resté en haut, la fenêtre fermée et la lampe allumée, avec sa lampe de poche attendant que la nuit tombe pour pouvoir l'allumer, avec le drap au-dessus de sa tête et lire en rigolant. Moi, j'étais en bas et j'attendais. J'attendais qu'il descende et j'entendais toujours cette femme avec son ombrelle. J'entendais toujours cette femme avec son ombrelle, son parapluie blanc, en soie, traverser les couloirs, et derrière elle se fermaient toutes les portes, ou alors les portes déjà fermées s'ouvraient. J'entendais aussi, comme des ruines qui étaient en train de grincer au travers des briques, derrière le papier peint, j'entendais comme des ruines qui étaient en train de grincer, comme des briques qui étaient en train de se défaire du ciment sur lesquels elles étaient collées l'une à l'autre. J'avais beau crier, hurler ou espérer. J'avais beau faire tout ça, crier, hurler ou espérer, lui dire de rentrer, en regardant par la fenêtre. J'avais beau espérer faire tout ça. Je regardais le ciel, il était noir, et il se déchirait devant moi. Comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait devant moi, le ciel se déchirait. Et j'avais beau hurler, crier ou espérer, j'avais beau sortir le soir et courir, courir dans la forêt. Je ne voyais qu'une seule chose, c'était comme une porte noire qui s'ouvrait à moi, derrière laquelle il n'y avait rien. Pas de couloir, pas de porte, pas d'entrée, pas de sortie, encore moins un endroit dans lequel je pourrais courir, désespéré pour le trouver. J'ai donc couru dans cette forêt. J'étais pieds nus, et je n'avais qu'une robe de chambre, longue et blanche, pour pouvoir me protéger de la pluie. Je courais, j'avais les cheveux mouillés qui tombaient sur mes épaules. J'étais trempé, et j'avais les pieds couverts de terre avec peut-être de la terre noire entre les ongles. Je marchais et je creusais à tous les endroits que je pouvais, entre les racines, espérant trouver un corps qui serait en train d'agoniser, pensant respirer pour la dernière fois. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu devant moi encore un cri. J'ai vu une fille tout au fond sur un tricycle qui m'attendait. Cette fille sur un tricycle qui m'attendait m'a regardé et a pointé du doigt un endroit. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai couru jusque là-bas. J'ai trébuché sur quelques branches et je me suis assis par terre. J'ai prié désespérément pour que l'enfant ne soit pas mort. Je me suis donc assis sur le côté et j'ai senti comme une pierre rocailleuse et dure sur mon épaule, qui faisait mal à mon omoplate, qui était en train de frotter la pierre elle-même qui avait été gravée. Je sentais que la pierre avait été gravée. J'étais proche du but et je sentais que celle-ci butait contre mon omoplate, était en train de me faire mal. Je me suis donc redressé en mettant ma main dans la terre mouillée. J'ai frotté mes mains et ça sentait l'humidité et la terre et le parterre de la forêt. J'ai regardé cette pierre qui avait été gravée. Il était écrit dessus « À la mémoire d'un enfant ». Espérant que ce ne soit pas lui, j'ai commencé à me prendre par les épaules, à me bercer d'illusions peut-être. Je me suis pris par les épaules, croisant mes bras, les mettant ainsi contre ma poitrine. Je me suis peut-être bercé d'illusions, mais je me suis bercé pour pouvoir me donner du courage. Je me suis assis contre la pierre, et j'ai commencé à pousser avec mes pieds qui étaient incrustés dans la terre, dans le parterre de la forêt. Je gardais mes jambes dans le parterre de la forêt, et mes pieds enfoncés dans l'humidité et dans l'eau qui avait été mélangée à la terre. Je poussais cette pierre, j'avais mes deux mains, et je poussais cette pierre pour pouvoir l'enlever de là où elle était implantée, entre les racines d'un arbre qui la maintenait contre. Entre les racines d'un arbre qui la maintenait contre, je poussais cette pierre pour pouvoir enfin la faire tomber. Elle était coincée entre les racines d'un arbre. Je suis retourné dans le garage et j'ai été chercher une pelle. J'ai été chercher aussi une faux et peut-être des objets coupants. J'ai pris la faux pour couper le blé. Et j'ai fait comme les personnes qui ont un champ, comme les fermiers, comme ceux qui ont un champ et qui ont des hectares de champ. J'ai fait comme eux avec la faux, à ras des racines,
J'ai coupé avec la faux. J'ai libéré la tombe et je l'ai poussée. Elle est tombée sur le côté avec un cercueil qui s'est libéré de la terre, couvert de terre. J'ai dû ensuite l'essuyer, passer de l'eau dessus, de l'eau que j'ai été chercher avec un seau, ou de l'eau que j'ai été chercher à petites poignées entre mes mains que j'avais remis l'une contre les autres. J'avais remis mes mains les unes contre les autres, et à petites poignées j'ai été chercher de l'eau. Je frottais le cercueil, et je faisais en sorte qu'il soit scintillant, qu'il soit blanc. Je faisais en sorte qu'il soit scintillant, qu'il soit blanc, qu'il puisse enfin être à nouveau comme il l'était, comme quand on l'a enterré. Pour qu'il soit comme il l'était quand on l'a enterré, pour qu'il soit comme il l'était quand on l'a enterré. J'ai été chercher de l'eau à petites poignées, et j'ai pris un seau en même temps, un vieux seau en métal que j'avais trouvé quelque part. Ce vieux seau en métal que j'avais trouvé quelque part derrière la maison, en dessous d'une rigole derrière laquelle il y a une fuite d'eau qui tombe. Il y avait ce seau qui était rempli d'eau. J'ai jeté l'eau derrière, et j'ai pris le seau, j'ai couru dans la forêt. Une nouvelle fois j'ai trébuché. Je me suis rattrapé avec les épaules. Je me suis rattrapé avec les épaules contre le sol. Je me suis relevé. J'avais mal à la jambe. Pensant qu'elle était cassée, je me suis retourné. J'ai mis mes mains sur la cheville, redressé mes épaules vers l'avant, mes jambes qui étaient incrustées dans le sol. Je marchais, comme si c'était mon dernier espoir de retrouver cet enfant. Je marchais, comme bon me semble, à un endroit que je pensais être le bon. Je marchais comme bon me semble vers la bonne direction. Plus je m'avançais, plus j'avais les pieds qui s'enfonçaient dans la terre, comme si la terre elle-même était imbibée d'eau. Je m'avançais comme dans des marécages, et je marchais autour de la rivière qu'il y avait sur le côté. Je me suis ensuite assis par terre. J'ai mis les genoux à terre et je sentais l'humidité de la terre noire qui était en train de salir mes genoux. J'étais par terre, à genoux, les mains sur le sol, désespéré, les cheveux vers le bas, le visage qui regardait mes genoux contre le sol et contre la terre imbibée d'eau. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, pensant que cet enfant était déjà mort et qu'il était beaucoup trop tard pour le sauver. Soudainement, j'ai entendu une voix que je connaissais, la voix de cet enfant. Cette voix que je connaissais car je l'ai entendue plusieurs fois lire dans sa chambre, je connaissais enfin sa voix. J'ai couru vers cette voix, que j'entendais partout. Je l'entendais partout, cette voix, que je connaissais, cet enfant que j'ai entendu plusieurs fois lire. J'ai couru vers cette voix que j'entendais mélanger au bruit du vent. Ce n'était même pas le bruit du vent, simplement c'était le cri du vent. C'était le cri du vent que j'entendais partout, mélangé au cri de cet enfant que je connaissais, que j'avais entendu plusieurs fois lire et tourner les pages de cette BD qu'il laissait fermer et qu'il lisait toujours fois, cette BD qu'il laissait fermer et qu'il laissait sur son lit, et toujours plusieurs fois il la lisait le soir. Il ne m'a jamais dit combien de fois il la lisait, mais toujours plusieurs fois il la lisait le soir et il la laissait là. Je suis parti dans la forêt comme quelqu'un qui cherchait quelque chose désespérément. J'ai trouvé un enfant et des vêtements d'enfant sur le côté. J'ai trouvé sur le côté des vêtements d'enfant. J'ai trouvé des vêtements. Un t-shirt blanc recouvert d'une tache de sang qui tombait. Depuis son aisselle jusqu'à son épaule, depuis son avant-bras. Depuis son avant-bras, de son aisselle jusqu'à son épaule, tombait une tache de sang. Le t-shirt était blanc, recouvert de terre sur le côté. Sur l'autre côté, sur son autre épaule, sur son avant-bras et en dessous de son aisselle, était recouvert d'une trace d'humidité et d'une trace d'eau qui imbibait le t-shirt. Il y avait de la terre noire, grumeleuse dessus. Je l'ai ramassé, essuyé le t-shirt, je l'ai gardé près de moi. C'était bel et bien l'odeur de cet enfant. Je suis parti en courant, j'ai pris les chaussures dans lesquelles il y avait de l'eau. Je les ai essorées au-dessus de la rivière et je suis parti. Tenant les chaussures simplement de l'intérieur par le lacet, j'ai couru vers l'intérieur et je me suis regardé dans le miroir une dernière fois, passant ma main dans mes cheveux, recouvrant mon visage en prenant de l'eau par poignées dans l'évier dont j'avais allumé l'eau. Je m'étais fait couler un bain et je voyais que l'eau devenait de plus en plus cristal. L'eau devenait de plus en plus cristalline, de plus en plus blanche. Quand j'ai mis mon pied à l'intérieur, l'eau était chaude, bouillante et brûlante. L'eau était chaude, bouillante, brûlante, extrêmement chaude. J'ai donc mis mon pied à l'intérieur, et là de la fumée s'est émanée de l'intérieur du bain de la baignoire. S'est émanée de la fumée, qui était en train de partir et de s'évaporer dans l'air.
J'ai regardé cette fumée partir par la fenêtre qui était ouverte juste au-dessus de la baignoire, et là j'ai déposé les vêtements de l'enfant dans l'eau brûlante, et s'émanait alors de la fumée noire, aussi noire que la terre qu'il y avait sur le côté, en dessous de son épaule et de son aisselle, sur les côtés. J'ai rincé le t-shirt, j'ai lavé le t-shirt et les vêtements, les chaussures et le jeans, ainsi que les gants que j'avais trouvés dans la forêt. Je les ai lavés. Je les ai pliés sur les côtés et séchés. J'ai refait couler de l'eau qui était brûlante, et j'ai mis mon pied dedans. Là s'émanait de la fumée sur les côtés. Elle s'en allait et partait sur les côtés, et je regardais la fumée. Je me suis coulé dans le bain, et je me suis laissé prendre par la chaleur. Par la chaleur de l'eau, je me suis laissé prendre, et je me suis coulé dans le bain. Le bain était chaud, brûlant, et satisfaisant. C'était satisfaisant de prendre un bain après avoir couru dans la forêt. L'eau était chaude et brûlante. J'ai senti alors qu'elle était tellement chaude et peut-être même un peu palpable, peut-être même un peu grumeleuse. Là, j'ai retiré mes mains et j'ai regardé mes bras couverts de sang. L'espace d'un instant, j'avais levé les yeux au ciel et j'avais estimé voir ce qu'il y avait par-dessus la fenêtre ouverte au-dessus de moi. Quand j'ai levé mes bras, mes avant-bras, mes épaules, ma nuque, mon cou étaient couverts de sang, du sang grumeleux qui traversait les veines de quelqu'un de malade. J'ai donc remis de l'eau à couler. L'eau était cristalline, blanche et claire. Là, je me suis donc trempé dans le bain. Et bizarrement, le sang que j'avais sur les épaules, que j'avais sur les avant-bras, sur le bras et entre les doigts, bizarrement, quand je me suis coulé dans ce deuxième bain à l'eau cristalline et claire, le sang ne s'est pas élargi à travers l'eau. Le sang ne s'est pas élargi à travers l'eau et est parti se mélanger au courant qu'il y avait dans la baignoire. Non, c'est en redressant ma jambe vers moi que j'ai vu que le sang n'était pas parti, que l'eau était restée cristalline, pourtant couverte de sang. Il ne s'est pas mélangé. Je suis sorti et je me suis essuyé, mon corps était rouge sang, et je sentais encore la chaleur de l'eau qui avait refroidi tellement vite. En me regardant dans le miroir, j'avais vu un enfant derrière, au visage déformé, couvert de sable noir, couvert de terre noire et grumeleuse. J'ai pensé que c'était lui, je me suis retourné, cet enfant noyé dans la forêt, cet enfant noyé dans la rivière, j'ai pensé que c'était lui, et je me suis retourné, seulement une armoire, un porte-manteau et un essuie-noir sur le côté, avec un grand manteau noir, et peut-être aussi derrière, il y avait ce buffet, cette armoire sur laquelle je posais les serviettes de bain, et j'ai regardé derrière, ce n'était que ça, ce n'était pas l'enfant. J'ai essuyé alors mon miroir couverte de buée. Couvert de buée, j'ai essuyé le miroir, et j'y ai déposé ensuite la serviette qui était couverte de terre. Et c'est là que j'ai découvert que la baignoire, que je n'avais pas laissé couler, l'eau était restée dedans, était intacte et cristalline et claire. L'eau que je n'avais pas laissé couler, je n'avais pas ouvert le siphon de la baignoire et pourtant il n'y avait plus d'eau. Je suis resté 1 minute hors de la baignoire, il n'y avait déjà plus d'eau. Pourtant le siphon était resté fermé. Je suis passé à l'extérieur et la porte s'est refermée derrière moi sans que je ne prenne par la poignée. J'avais beau crier, hurler ou espérer. J'avais beau faire tout ça, crier, hurler ou espérer, lui dire de rentrer en regardant par la fenêtre. J'avais beau espérer faire tout ça. Je regardais le ciel, il était noir, et il se déchirait devant moi. Comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait devant moi, le ciel se déchirait. Et j'avais beau hurler, crier ou espérer, j'avais beau sortir le soir et courir dans la forêt. Je ne voyais qu'une seule chose, c'était comme une porte noire qui s'ouvrait à moi, derrière laquelle il n'y avait rien. Pas de couloir, pas de porte, pas d'entrée, pas de sortie, encore moins un endroit dans lequel je pourrais courir, désespéré pour le trouver. J'ai donc couru dans cette forêt. J'étais pieds nus, et je n'avais qu'une robe de chambre, longue et blanche, pour pouvoir me protéger de la pluie. Je courais, j'avais les cheveux mouillés qui tombaient sur mes épaules. J'étais trempé et j'avais les pieds couverts de terre avec peut-être de la terre noire entre les ongles. Je marchais et je creusais à tous les endroits que je pouvais, entre les racines, espérant trouver un corps qui serait en train d'agoniser, pensant respirer pour la dernière fois. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu devant moi encore un cri. J'ai vu une fille tout au fond sur un tricycle qui m'attendait.
Cette fille sur un tricycle qui m'attendait m'a regardé et a pointé du doigt un endroit. Quand j'ai vu cet endroit, j'ai couru jusque là-bas. J'ai trébuché sur quelques branches et je me suis assis par terre. J'ai prié désespérément pour que l'enfant ne soit pas mort. Je me suis donc assis sur le côté et j'ai senti comme une pierre rocailleuse et dure sur mon épaule, qui faisait mal à mon omoplate, qui était en train de frotter la pierre elle-même qui avait été gravée. Je sentais que la pierre avait été gravée. J'étais proche du but, et je sentais que celle-ci butait contre mon omoplate, était en train de me faire mal. Je me suis donc redressé en mettant ma main dans la terre mouillée. J'ai frotté mes mains et ça sentait l'humidité et la terre, et le parterre de la forêt. J'ai regardé cette pierre qui avait été gravée. Il était écrit dessus, à la mémoire d'un enfant. Espérant que ce ne soit pas lui, j'ai commencé à me prendre par les épaules, à me bercer d'illusions peut-être. Je me suis pris par les épaules, croisant mes bras, les mettant ainsi contre ma poitrine. Je me suis peut-être bercé d'illusions, mais je me suis bercé pour pouvoir me donner du courage. Je me suis assis contre la pierre, et j'ai commencé à pousser avec mes pieds qui étaient incrustés dans la terre, dans le parterre de la forêt. Je gardais mes jambes dans le parterre de la forêt, et mes pieds enfoncés dans l'humidité et dans l'eau qui avait été mélangée à la terre. Je poussais cette pierre, j'avais mes deux mains, et je poussais cette pierre pour pouvoir l'enlever de là où elle était implantée, entre les racines d'un arbre qui la maintenait contre. Entre les racines d'un arbre qui la maintenait contre, je poussais cette pierre pour pouvoir enfin la faire tomber. Elle était coincée entre les racines d'un arbre. Je suis retourné dans le garage et j'ai été chercher une pelle. J'ai été chercher aussi une faux et peut-être des objets coupants. J'ai pris la faux pour couper le blé. Et j'ai fait comme les personnes qui ont un champ, comme les fermiers, comme ceux qui ont un champ et qui ont des hectares de champ. J'ai fait comme eux avec la faux. À ras des racines, j'ai coupé avec la faux. J'ai libéré la tombe et je l'ai poussée. Elle est tombée sur le côté avec un cercueil qui s'est libéré de la terre, couvert de terre. J'ai dû ensuite l'essuyer, passer de l'eau dessus, de l'eau que j'ai été chercher avec un seau, ou de l'eau que j'ai été chercher à petites poignées entre mes mains que j'avais remis l'une contre les autres. J'avais remis mes mains les unes contre les autres, et à petites poignées j'ai été chercher de l'eau. Je frottais le cercueil, et je faisais en sorte qu'il soit scintillant, qu'il soit blanc. Je faisais en sorte qu'il soit scintillant, qu'il soit blanc, qu'il puisse enfin être à nouveau comme il l'était, comme quand on l'a enterré. Pour qu'il soit comme il l'était quand on l'a enterré, pour qu'il soit comme il l'était quand on l'a enterré. J'ai été chercher de l'eau à petites poignées, et j'ai pris un seau en même temps, un vieux seau en métal que j'avais trouvé quelque part. Ce vieux seau en métal que j'avais trouvé quelque part derrière la maison, en dessous d'une rigole derrière laquelle il y a une fuite d'eau qui tombe. Il y avait ce seau qui était rempli d'eau. J'ai jeté l'eau derrière, et j'ai pris le seau, j'ai couru dans la forêt. Une nouvelle fois, j'ai trébuché. Je me suis rattrapé avec les épaules. Je me suis rattrapé avec les épaules contre le sol. Je me suis relevé. J'avais mal à la jambe. Pensant qu'elle était cassée, je me suis retourné. J'ai mis mes mains sur la cheville, redressé mes épaules vers l'avant, mes jambes qui étaient incrustées dans le sol. Je marchais, comme si c'était mon dernier espoir de retrouver cet enfant. Je marchais, comme bon me semble, à un endroit que je pensais être le bon. Je marchais comme bon me semble vers la bonne direction. Plus je m'avançais, plus j'avais les pieds qui s'enfonçaient dans la terre, comme si la terre elle-même était imbibée d'eau. Je m'avançais comme dans des marécages, et je marchais autour de la rivière qu'il y avait sur le côté. Je me suis ensuite assis par terre. J'ai mis les genoux à terre et je sentais l'humidité de la terre noire qui était en train de salir mes genoux. J'étais par terre, à genoux, les mains sur le sol, désespéré, les cheveux vers le bas, le visage qui regardait mes genoux contre le sol et contre la terre imbibée d'eau. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, pensant que cet enfant était déjà mort et qu'il était beaucoup trop tard pour le sauver. Soudainement, j'ai entendu une voix que je connaissais, la voix de cet enfant. Cette voix que je connaissais car je l'ai entendue plusieurs fois lire dans sa chambre, je connaissais enfin sa voix. J'ai couru vers cette voix, que j'entendais partout. Je l'entendais partout, cette voix, que je connaissais.
cet enfant que j'ai entendu plusieurs fois lire. J'ai couru vers cette voix que j'entendais mélanger au bruit du vent. Ce n'était même pas le bruit du vent, simplement c'était le cri du vent. C'était le cri du vent que j'entendais partout mélangé au cri de cet enfant que je connaissais, que j'avais entendu plusieurs fois lire et tourner les pages de cette BD qu'il laissait fermer et qu'il lisait toujours fois, cette BD qu'il laissait fermer et qu'il laissait sur son lit, et toujours plusieurs fois il la lisait le soir. Il ne m'a jamais dit combien de fois il la lisait, mais toujours plusieurs fois il la lisait le soir et il la laissait là. Je suis parti dans la forêt comme quelqu'un qui cherchait quelque chose désespérément. J'ai trouvé un enfant et des vêtements d'enfant sur le côté. J'ai trouvé sur le côté des vêtements d'enfant. J'ai trouvé des vêtements. Un t-shirt blanc recouvert d'une tache de sang qui tombait. Depuis son aisselle jusqu'à son épaule, depuis son avant-bras. Depuis son avant-bras, de son aisselle jusqu'à son épaule, tombait une tache de sang. Le t-shirt était blanc, recouvert de terre sur le côté. Sur l'autre côté, sur son autre épaule, sur son avant-bras et en dessous de son aisselle, était recouvert d'une trace d'humidité et d'une trace d'eau qui imbibait le t-shirt. Il y avait de la terre noire, grumeleuse dessus. Je l'ai ramassé, essuyé le t-shirt, je l'ai gardé près de moi. C'était bel et bien l'odeur de cet enfant. Je suis parti en courant, j'ai pris les chaussures dans lesquelles il y avait de l'eau. Je les ai essorées au-dessus de la rivière et je suis parti. Tenant les chaussures simplement de l'intérieur par le lacet, j'ai couru vers l'intérieur et je me suis regardé dans le miroir une dernière fois, passant ma main dans mes cheveux, recouvrant mon visage en prenant de l'eau par poignées dans l'évier dont j'avais allumé l'eau. Je m'étais fait couler un bain et je voyais que l'eau devenait de plus en plus cristal. L'eau devenait de plus en plus cristalline, de plus en plus blanche. Quand j'ai mis mon pied à l'intérieur, l'eau était chaude, bouillante et brûlante. L'eau était chaude, bouillante, brûlante, extrêmement chaude. J'ai donc mis mon pied à l'intérieur, et là de la fumée s'est émanée de l'intérieur du bain de la baignoire, s'est émanée de la fumée, qui était en train de partir et de s'évaporer dans l'air. J'ai regardé cette fumée partir par la fenêtre qui était ouverte juste au-dessus de la baignoire, et là j'ai déposé les vêtements de l'enfant dans l'eau brûlante, et s'émanait alors de la fumée noire, aussi noire que la terre qu'il y avait sur le côté, en dessous de son épaule et de son aisselle, sur les côtés. J'ai rincé le t-shirt, j'ai lavé le t-shirt et les vêtements, les chaussures et le jeans, ainsi que les gants que j'avais trouvés dans la forêt. Je les ai lavés. Je les ai pliés sur les côtés et séchés. J'ai refait couler de l'eau qui était brûlante, et j'ai mis mon pied dedans. Là s'émanait de la fumée sur les côtés. Elle s'en allait et partait sur les côtés, et je regardais la fumée. Je me suis coulé dans le bain, et je me suis laissé prendre par la chaleur. Par la chaleur de l'eau, je me suis laissé prendre, et je me suis coulé dans le bain. Le bain était chaud, brûlant, et satisfaisant. C'était satisfaisant de prendre un bain après avoir couru dans la forêt. L'eau était chaude et brûlante. J'ai senti alors qu'elle était tellement chaude et peut-être même un peu palpable, peut-être même un peu grumeleuse. Là, j'ai retiré mes mains et j'ai regardé mes bras couverts de sang. L'espace d'un instant, j'avais levé les yeux au ciel et j'avais estimé voir ce qu'il y avait par-dessus la fenêtre ouverte au-dessus de moi. Quand j'ai levé mes bras, mes avant-bras, mes épaules, ma nuque, mon cou étaient couverts de sang, du sang grumeleux qui traversait les veines de quelqu'un de malade. J'ai donc remis de l'eau à couler. L'eau était cristalline, blanche et claire. Là, je me suis donc trempé dans le bain. Et bizarrement, le sang que j'avais sur les épaules, que j'avais sur les avant-bras, sur le bras et entre les doigts, bizarrement, quand je me suis coulé dans ce deuxième bain à l'eau cristalline et claire, le sang ne s'est pas élargi à travers l'eau. Le sang ne s'est pas élargi à travers l'eau et est parti se mélanger au courant qu'il y avait dans la baignoire. Non, c'est en redressant ma jambe vers moi que j'ai vu que le sang n'était pas parti, que l'eau était restée cristalline, pourtant couverte de sang. Il ne s'est pas mélangé. Je suis sorti et je me suis essuyé, mon corps était rouge sang, et je sentais encore la chaleur de l'eau qui avait refroidi tellement vite. En me regardant dans le miroir, j'avais vu un enfant derrière, au visage déformé, couvert de sable noir, couvert de terre noire et grumeleuse. J'ai pensé que c'était lui, je me suis retourné, cet enfant noyé dans la forêt, cet enfant noyé dans la rivière, j'ai pensé que c'était lui, et je me suis retourné, seulement une armoire, un porte-manteau et un essuie-noir sur le côté, avec un grand manteau noir, et peut-être aussi derrière, il y avait ce buffet,
cette armoire sur laquelle je posais les serviettes de bain. Et j'ai regardé derrière, ce n'était que ça, ce n'était pas l'enfant. J'ai essuyé alors mon miroir couverte de buée. Couvert de buée, j'ai essuyé le miroir, et j'y ai déposé ensuite la serviette qui était couverte de terre. Et c'est là que j'ai découvert que la baignoire que je n'avais pas laissée couler, l'eau était restée dedans, était intacte et cristalline et claire. L'eau que je n'avais pas laissée couler, je n'avais pas ouvert le siphon de la baignoire et pourtant il n'y avait plus d'eau. Je suis resté 1 minute hors de la baignoire, il n'y avait déjà plus d'eau. Pourtant le siphon était resté fermé. Je suis passé à l'extérieur et la porte s'est refermée derrière moi sans que je ne prenne par la poignée. Il y avait cette femme qui vivait dans les murs. Elle me guidait toujours vers la cave. Cette femme qui vivait dans les murs, j'entendais l'orage gronder quand elle était là. Elle me guidait vers la cave le soir quand l'enfant dormait. Quand l'enfant dormait, elle me guidait vers la cave. Et il y avait toujours cette armoire sur le côté, avec une double serrure, 3 charnières. Elle avait 3 charnières, une double serrure, 2 clés pour ouvrir un seul tiroir. Je regardais cette armoire si spéciale, elle avait 2 charnières au-dessus. Sur les côtés, il y avait une double serrure, il y avait 2 clés différentes pour ouvrir des tiroirs. Il y en avait 6. Et cette armoire était là, inclinée sur le côté, avec seulement un côté qui était contre le mur. Inclinée sur le côté, elle était par terre. Elle était mise dans une flaque d'eau. Juste en dessous, il y avait de l'eau, qui était mise entre les pieds de l'armoire, il y avait de l'eau. Comme si quelque chose était en train de fuiter par en dessous. Comme si quelque chose fuitait par en dessous, il y avait de l'eau. Les pieds étaient trempés dedans, et à peine le bord, il y avait une chaise, à peine sur le bord, qui était mise, elle, de face au mur. Elle était mise, elle, de face au mur, et cette chaise, dessus cette chaise, qui était en bois noir, en bois de chêne, qui avait pourri avec le temps, était là et elle ne bougeait pas. Il y avait une araignée qui avait tissé sa toile sur le côté. Elle n'était plus là, mais je voyais encore ses proies qui avaient été ficelées par ses cordes. Par ses cordes, par sa toile avaient été ficelées ses proies, qui avaient séché avec le temps. Derrière, la chaise n'avait pas bougé depuis longtemps. Les 2 charnières sur les côtés, sur les 2 premiers tiroirs, l'armoire avec les 3 clés, avec les 3 tiroirs en dessous, et les 3 autres tiroirs en dessous. Les 6 tiroirs sur lesquels 3 seuls n'ont pas de clé pour les ouvrir. Ils sont fermés, peut-être fermés à jamais et renfermeront-ils des choses que je ne trouverai jamais. Je regarde cette armoire et tous les soirs cette femme apparaît derrière. Je la vois mettre ses mains et ses paumes de main. Je vois cette femme passer entre les murs, marcher par-dessus des blocs. Elle marche par-dessus des blocs de béton qui se sont effondrés. Je n'arrive pas à voir son visage, je ne sais pas dire si elle regarde vers l'avant ou si elle me regarde moi. Mais ce que je sais, c'est quand elle fait des grandes enjambées. C'est qu'elle marche par-dessus des blocs et que j'entends s'effondrer derrière les murs. Elle marche par-dessus des blocs de béton, des dalles, le parquet qui s'est effondré, l'isolation qui devient de plus en plus pourrie, qui s'effondre, et j'entends de l'eau qui est peut-être en train de lui passer par-dessus. Ses cheveux sont peut-être mouillés et atterrissent sur son dos, peut-être sur ses épaules. Elle est peut-être toute mouillée, couverte de la terre noire comme il y a autour de la maison. Peut-être qu'elle marche entre les murs et qu'elle évite tout ce qui s'est effondré à l'intérieur, les blocs de terre, les briques qui sont tombées, le ciment qui est en train de s'effondrer. Peut-être qu'elle essaye d'éviter les graviers qu'il y a par terre entre les murs, l'isolation qui s'effondre. Peut-être qu'elle essaye aussi d'éviter les murs en bois qui sont en train de petit à petit être dévorés par les mites et par les termites, qui sont en train de tomber vers l'intérieur des murs, qui s'effondrent. Y a-t-il des choses qu'elle essaye d'éviter dans les murs? Mais je la vois s'appuyer, avec ses mains plaquées contre les murs en béton, qui sont couverts de pourriture noire, et je la vois, en train de s'appuyer avec ses mains plaquées contre le mur. Je vois la paume de ses mains bien appuyée contre le mur, et ses doigts écartés.
Elle s'avance petit à petit et essaye d'éviter les obstacles qu'il y a en face d'elle, les effondrements, les blocs de terre, la terre, l'isolation, les murs qui s'effondrent, le ciment qui tombe, et peut-être par-dessus tout une enclume dans son chemin, qui serait restée là pendant longtemps pour pouvoir soutenir quelque chose qui ne s'est pas détruit, mais qui a tenu assez longtemps pour ne pas s'effondrer jusqu'à maintenant. Peut-être qu'elle passe son chemin, et qu'elle vit au travers des murs, mais pourquoi est-ce qu'elle me mène tous les soirs ici, dans cette crypte, où il y a un bassin rempli d'eau, une eau qui n'est pas intacte, mais sur laquelle je peux voir qu'elle est un peu verte. Elle n'est pas intacte, mais elle est un peu verte et je peux voir qu'elle n'est pas cristalline, qu'elle n'est pas transparente ou translucide, comme la lumière qui apparaît. Comme cette lumière qui apparaît, une lumière presque phosphorescente. Cette lumière presque phosphorescente, la lumière de la lune qui apparaît au clair. Elle apparaît au clair, à la clarté. Au clair de la lune, la lumière claire de cette lune qui apparaît dans la clarté, et peut-être même cette eau qui est si pure qu'elle en devient invisible, cette eau claire de la lune, quand elle est à son solstice, que j'arrive à voir la lumière dedans, dans cette crypte. En face de moi, il y a une Marie, il y a la sculpture de Marie. En face de moi, il y a une Marie, une Sainte Vierge, qui joint les mains, qui penche la tête sur le côté, avec un ange posé sur son épaule droite. Elle joint les mains et me regarde avec la tête inclinée. C'est au clair de cette lune pleine et blanche que j'arrive à voir sa lumière presque phosphorescente dans l'eau translucide et cristalline qu'il y a dans cette crypte. Un peu verte, elle n'est pas totalement cristalline. Je la regarde et je passe mon doigt dedans. Elle est froide et à certains endroits, elle a l'air d'être chaude, plus profonde que d'habitude. Peut-être y a-t-il eu des effondrements que je n'ai pas entendus durant la nuit. L'enfant dort est au-dessus de moi. Sa chambre est juste au-dessus de la crypte. Je me rends enfin compte que c'est pour ça qu'il fait froid dans sa chambre et que je dois toujours monter le volume du chauffage à fond. C'est pour ça que je dois mettre des chauffages, des radiateurs, et c'est pour ça que je dois toujours monter le volume à fond, au maximum, et c'est pour ça que je ferme les fenêtres et que je les garde le plus possible fermées dans sa chambre. Peut-être n'est-ce pas une maison qui est adepte pour un enfant. Peut-être n'est-ce pas une maison qui est adepte pour un enfant, mais il me regarde comme adepte de cette chambre. Cette maison n'est peut-être pas impeccable, mais je fais en sorte qu'elle soit pour un enfant. Et quand je vois l'enfant me regarder, mettre ses pieds sur le sol, sachant que le sol est froid, quand je vois l'enfant mettre ses pieds par terre, que je sens qu'il me regarde et qu'il me sourit le matin, que la lumière du soleil apparaît à la fenêtre, j'ouvre les rideaux, et là la chambre n'est plus sombre, il se tourne vers moi et me demande de lui lire un livre, je me pose à côté de lui, et j'imagine tout ça en regardant la crypte à l'intérieur, avec l'armoire qui est mise de côté contre le mur. Sur le côté, il y a aussi cette chaise, avec cette boîte noire, avec une charnière qui n'a pas été ouverte et qui n'a pas été défaite. Je l'ouvre, j'ouvre la charnière. Je la garde près de moi et je la monte. Un livre pour enfants est à l'intérieur. Le jeune enfant me regarde et attend juste à côté de la porte. Je l'ouvre et il me demande de lire le livre que j'ai en main. Je n'ose pas car je l'ai trouvé dans la cave et que c'est un esprit, peut-être une femme que je ne connais pas, mais une ombre qui est entre les murs qui m'y a apporté jusque-là. C'est une ombre qui vit entre les murs qui m'a apporté jusque-là, qui m'a apporté cette boîte, qui m'a apporté à venir dans cette crypte, à regarder cette eau translucide et à voir la lumière de la lune épaisse et pleine, blanche. C'est là que j'ai trouvé ce livre, donc je n'ose peut-être pas lui lire. Il insiste et finalement, là je lui lis. Je cède à la tentation. Vu qu'il insiste, je commence à lui lire le livre. Je tourne la page, page 3, page 1, prochain chapitre. Je finis le livre et le pose à côté de lui. Quand je finis le livre, j'ai compris qu'une femme le regardait la nuit. Il me dit alors le matin qu'il se sent observé. J'ai compris que ce n'était qu'une libération,
une porte de sortie pour quelque chose que je ne connais pas. Cette ombre était peut-être quelque chose qui voulait récupérer son enfant. Pensant qu'il était peut-être dans mon orphelinat, elle venait tous les jours au pied de son lit, le regarder au firmament du soleil qui apparaissait le matin, et là je me disais qu'elle disparaissait juste quand j'ouvrais la porte. Peut-être était-ce ça, la petite feuille morte recroquevillée sur elle-même que je trouvais au pied de son lit. Elle était grise, elle n'était même pas brune. Elle était grise, peut-être même pas brune, brune foncée presque noire. Il y avait cette petite feuille recroquevillée sur elle-même, une feuille de chêne, une feuille d'automne, en face de son lit. Peut-être était-ce la présence de cette ombre. Et moi, je prenais ce livre, essayant de le détruire. L'enfant a commencé à pleurer. Je lui ai laissé, mais je me disais que je ferais tout pour le protéger de cette ombre qui viendrait toujours, laissant une feuille d'automne derrière elle, sachant que tout était mort autour de moi. Il n'y avait plus de renards, plus de lièvres, plus de biches, plus de cerfs, plus de faons, plus rien. Tout était mort autour de moi, autant la faune que la flore, même les arbres et les chênes, les sapins, partout. L'herbe qu'il y avait devant moi, devant chez moi, ce n'était plus que de la terre, de la tourbe grumeleuse, sèche et noire. C'était presque des morceaux de terre grumeleux, noirs et secs. C'était pratiquement du charbon. Cette terre était si noire et si dense que quand je la prenais en main, c'était comme des rochers. C'était comme des rochers et de la roche quand je la prenais en main. Elle était si dense et si grumeleuse que quand je la regardais, j'avais l'impression que ce n'était même pas de la terre. Eh ben si, c'est à cause de cette ombre qu'il y a tout ça devant moi. Tout cet aspect mort qui vit devant chez moi, autant la faune que la flore. 4 enfants que je surveille jouent à Ougia. Les 4 enfants que je surveille sont en train de jouer à Ougia. Peut-être qu'ils réussissent, peut-être qu'ils ne réussissent pas. Je regarde par la fenêtre et derrière moi la planche est par terre. Le feu est en train de jaillir. Le feu est en train de jaillir. Dans le feu ouvert, je regarde les flammes. Je suis assis en face de la planche et je regarde les flammes qui deviennent de plus en plus jaunes, de plus en plus oranges et de plus en plus rouges. Je vois les cendres et je regarde. Je regarde les cendres et le bois qui est en train de brûler. Je l'entends crépiter à l'intérieur. Je vois les flammes s'attaquer à la vitre qu'il y a entre le feu de bois et entre moi. La cheminée, juste en face. À l'intérieur, il y a un deuxième feu qui brûle. Je regarde le deuxième feu qui brûle à l'intérieur de la cheminée. Les flammes jaillissent vers le haut et sont tirées par le vent à l'extérieur. À l'extérieur, elles sont tirées par le vent qu'il y a au-dessus de la cheminée. Il y a une chaleur qui s'émane de l'extérieur par la cheminée. À l'extérieur de la maison, il y a une chaleur qui s'émane et qui s'en va. Je le sens parce que je vois au-dessus une fumée blanche qui apparaît. Au-dessus, je vois cette fumée blanche qui apparaît. Elle n'est pas totalement blanche et pas totalement palpable comme quand on brûle du plastique, mais j'arrive à la voir et elle part. Elle part de l'autre côté. Dans l'autre pièce, là où il y a le feu ouvert et la vitre qui nous sépare, moi et le feu, je regarde les flammes. J'hésite à ouvrir et à lancer la planche de Ougia. Mais quand je me retourne vers la fenêtre, je vois un visage avec une main appuyée bel et bien contre la vitre. Je me retourne et je vois une main bel et bien appuyée contre la vitre. C'est une femme avec des cheveux noirs et sombres. Elle a le visage sobre et je n'aperçois que sa silhouette. Je n'aperçois que sa silhouette, elle a le visage sobre, peut-être pas sombre et entièrement noir, mais c'est une femme que je peux voir appuyer sa main contre la vitre. Elle a l'air désespérée et a le regard vers le bas. Elle a les yeux et les traits étirés. Elle a les yeux, les traits de son nez et de son visage sont étirés, comme si elle était triste. Comme si elle était triste, les traits de son visage, de ses yeux et de son nez sont étirés. Elle a une larme qui coule le long de ses fossettes. Elle a une larme qui coule. Le long de ses pommettes, elle a une larme qui coule. Je la regarde tomber, et à l'extérieur il se met à pleuvoir quand cette larme tombe. Quand cette larme tombe et atteint le sol, je vois que le ciel déteint sur cette femme que j'appelle désormais madame. Cette femme que j'appelle désormais madame, je vois que le ciel déteint sur son comportement.
Dès qu'elle pleure, dès que sa larme touche le sol, sa larme qui est passée du trait de son visage à son œil, de ses sourcils à son nez, des traits de son nez, des traits de son visage, jusqu'à sa pommette, s'écoulant le long de ses joues, tombant ainsi par terre et heurtant le sol par terre sur ses pieds. Le ciel déteint sur la manière dont elle est appuyée contre la vitre. Je vois son visage qui regarde par terre le bout de ses pieds, ses orteils sont couverts de terre, et entre ses ongles il y a de la tourbe, beaucoup plus dense qu'elle ne le paraît. Beaucoup plus dense qu'elle ne le paraît, il y a de la tourbe entre ses orteils. Ses orteils sont couverts de terre noire et dense, bien dure et bien rude comme il y a dehors. Elle me regarde et enfonce ses pieds de plus en plus dans la terre humide qu'il y a au bord de la maison. Elle appuie sa tête alors en vain contre la vitre. En vain, elle appuie sa tête contre la vitre. Elle me regarde et je vois les traits étirés de ses yeux et de son nez. Ensuite, elle pose sa main et sa deuxième main. Contre la vitre, elle commence à vite changer de comportement. Elle change assez vite de comportement et commence à frapper contre la vitre. Elle frappe tellement fort que j'en entends les bruits résonner à l'intérieur. Ce n'est pas que je les entends résonner à l'intérieur. C'est soudainement que j'entends des personnes, des gens, plusieurs personnes, ce peut être des femmes, des hommes, des villageois. Je les entends autour de moi, autour de la maison, partout, dans la cheminée, dans le feu ouvert. Je les entends entre les flammes hurler, je les entends dans les couloirs, et je les entends même dans les chambres des enfants qui sont encore vides. Hurler, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Je les entends hurler, mes enfants, où sont mes enfants, rendez-nous les enfants. Je les entends hurler ça. Et c'est alors que je ne les entends plus dans les couloirs, ils disparaissent d'un seul coup, aussi vite que j'ai pu respirer, inspirer, fermer les yeux et cligner des yeux, battre d'un cil, ils disparaissent, ils ne sont plus dans les couloirs, plus dans les chambres, les portes sont fermées. Et c'est là que je remarque que la femme est à l'intérieur. Elle ne frappe plus contre la vitre, mais elle me regarde moi. Elle frappe contre le mur, et se frappe la tête contre un mur qui est entièrement noir. Je n'arrive même pas à percevoir le sang qui coule Je n'arrive même pas à percevoir le sang qui coule de sa tête contre le mur. Je n'arrive pas à percevoir le sang qu'elle a perdu, qui est éclaté contre le mur et qui commence à couler goutte à goutte par terre. Je n'arrive même pas. Je regarde les damiers, comme un jeu d'échecs, qui sont par terre et qui recouvrent le parterre de la cuisine. Elle me regarde et prend un couteau. Elle prend un couteau par le manche qui était dans le range-couteau. Elle en prend un. Elle le prend par le manche et le pointe vers moi. Je recule de plus en plus. Pas à pas, je recule, sur chaque damier. Blanc et noir, sur chaque damier qu'il y a au sol, je recule. Non pas seulement dans la cuisine, mais je commence à ouvrir une porte très légèrement que je prends par la poignée par l'arrière. En mettant ma main contre la porte, je la cherche. Je la cherche à tâtons contre la porte. La lumière est éteinte. La lumière est éteinte et alors elle s'avance avec moi. Les pieds couverts de terre. Derrière elle, elle laisse cette terre noire et rugueuse sur le sol, en empreinte de pas. Elle s'avance vers moi et de temps en temps fait un geste brusque avec le couteau pour pouvoir m'effrayer, comme si elle allait me le poignarder et me l'enfoncer au milieu de la poitrine, peut-être entre les deux seins, peut-être. Je la regarde alors s'avancer et là elle s'arrête. Faisant des gestes brusques avec le couteau, elle le lâche et le laisse tomber. Je le ramasse et c'est là qu'elle disparaît, se mettant alors juste en face de la porte de la cuisine. Comme si elle voulait re-rentrer, je lui ouvre la porte. À ce moment-là, elle apparaît derrière moi, me prend par les épaules et me dit merci. Elle disparaît en fumée et c'est une nouvelle fois une petite feuille d'automne qui réapparaît devant moi. Je regarde et elle disparaît en fumée, après m'avoir dit merci et après m'avoir pris par les épaules, avoir posé sa main avec délicatesse. Elle disparaît et une petite feuille d'automne, une feuille de chêne réapparaît devant moi. Je la dépose avec toutes les autres feuilles de chêne que je collectionne qui sont apparues dans la chambre de l'enfant. Le quatrième enfant est en train de jouer à Ouija. J'arrive à voir le pointeur tourner, tourner en rond, encore et encore, de temps en temps parfois s'arrêter sur oui, de temps en temps parfois s'arrêter sur non, et écrire un mot que moi je réécris retranscrit sur une feuille blanche avec un stylo noir que j'ai. Ensuite, j'écris les réponses et je vois qu'il est écrit « Je suis ton ami ». J'écris « Je suis ton ami » avec mon stylo noir, je dépose la feuille et je continue. Recto verso, je continue à écrire et confiance en moi. Je pense persévérer et pouvoir savoir à qui il parle,
Mais l'esprit n'a jamais dit son nom. J'ai tenté en vain d'essayer tous les soirs où ils jouaient à Ougia tous les quatre à l'intérieur, je voyais le pointeur et la planche bouger. Parfois c'était la planche qui bougeait, qui tremblait légèrement. C'était infime et minime. C'était infime et minime, mais elle tremblait très légèrement. Je voyais la planche bouger, comme s'il y avait un léger tremblement de terre. Mais elle tremblait de manière minime, presque infime, et alors je la déposai sur le lit. Là, elle ne tremblait plus. Mais c'était le pointeur qui bougeait. J'écrivais ce qu'il était écrit. Il était tout le temps écrit « Je suis ton ami, ton meilleur ami, et confiance en moi ». J'ai alors essayé de trouver à qui il devait avoir confiance, à qui est-ce que cette personne s'adressait. S'adressait-elle à un des enfants? S'adressait-elle comme ça à quelqu'un pour parler? Peut-être voulait-elle gagner la confiance des enfants? J'étais en train de réfléchir, j'avais le stylo en bouche et je le rognais peut-être un peu. J'avais le stylo en bouche et je réfléchissais. Avec un mouvement de doigt très délicat, je regardais la feuille. Pourquoi veulent-ils être l'ami de cette chose? Pourquoi cette chose, peut-être à l'inverse, veulent-elles être l'ami des enfants? Pourquoi peut-être cette chose ne veulent pas être l'ami des enfants, mais gagner simplement la confiance? Pourquoi est-ce que les enfants jouent à ça? Ont-ils perdu quelqu'un? Ils ne m'ont rien dit, mis à part le fait que la dernière fois, ils sont venus s'asseoir dans la cuisine. Ne m'ont pas parlé, mais m'ont juste regardé. Ils ne m'ont pas parlé, mais m'ont juste regardé. Ils m'ont regardé faire à manger, et c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont assis. Ils ne m'ont jamais adressé la parole. Ils essaient encore, tout de même, d'allumer la télé, mais elle ne fonctionne pas. Je leur ai dit pourtant en leur offrant des jeux de société, en leur offrant des livres, des bouquins, des romans, en leur offrant peut-être aussi des bandes dessinées. Je leur ai dit qu'elles ne fonctionnent pas, mais ils essayent toujours le soir quand même, pendant 10 minutes 5 de temps en temps, peut-être plus, je les vois assis, essayer d'allumer la télé. Après ils râlent, ils vont dans leur chambre, et je les vois franchir les marches, avec la main sur la rampe. Ils franchissent les marches les unes après les autres, montent les escaliers et vont dans leur chambre. Je les regarde et je leur dis que la télé ne fonctionne pas. Ils se retournent à peine et m'effleurent le visage. Ils se retournent à peine et effleurent mon visage. D'un seul trait, j'arrive à voir leurs yeux. D'un seul trait, j'arrive à voir leurs yeux, d'un seul trait de visage. Peut-être aussi leur nez et très légèrement leur bouche, car il fait très sombre dans l'entrée des escaliers. Ils vont dans leur chambre, et c'est là qu'ils commencent à jouer à Ouija. C'est là que j'ai commencé à sentir la planche trembler de manière minime et infime. C'est là que j'ai commencé à voir le pointeur bouger. Et écrire pourquoi est-ce qu'ils voulaient être amis avec cette chose, et pourquoi gagner la confiance de cette chose. Pourquoi est-ce que cet esprit, cette chose, cette ombre voulait gagner leur confiance, ou peut-être être leur ami? Était-ce peut-être du bluff? Je ne m'en suis jamais posé la question. C'est ainsi que j'ai vu la planche de Ouija bouger, trembler de manière infime et légère. Minime, j'ai vu bouger de manière minime. Le pointeur, aller sur oui, sur non, et repartir à la normale au milieu. Laissé en dessous de mon lit, j'ai été dormir et j'ai éteint la lumière. Il y avait cette femme prisonnière dans cette cage, que j'ai remarqué seulement après. Il y avait cette femme prisonnière dans cette cage, et les enfants commençaient à changer de caractère quand je l'ai découvert. Quand j'ai découverte cette jeune femme, qui n'avait à peine que 20 ans. Peut-être avait-elle été enfermée ici bien avant que je ne trouve cette maison. Je l'avais trouvée, j'avais ouverte la grande porte noire, et la seconde grande porte noire était restée fermée. Était-ce un signe? Elle était peut-être restée enfermée dans cette cage. C'était une jeune femme qui avait à peine 20 ans. J'avais l'impression de lui parler, mais elle ne parlait pas. J'ai gardé ma main à distance, peut-être qu'elle était violente. Je me suis soudainement retenu de le dire, car j'ai repensé plutôt, à ce que j'ai dit, peut-être qu'elle était violente. Et je me suis regardé dans le miroir brisé à côté. Pensant ces temps de malheur, je me suis regardé dans le miroir à côté. Il faisait froid, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient du plafond. C'était la cave, et j'ai vu une nouvelle fois encore cette armoire, cette chaise, cette boîte. La boîte était ouverte, mais le livre n'était plus dedans.
Le livre n'était plus dedans. Elle a tourné la tête car elle était enchaînée par les poignets, par les chevilles tenues par terre par des sangles et par des chevilles. Au sol, elle avait ses pieds et la pointe de ses pieds, presque juste même le bout de ses orteils et de ses ongles, qui trempaient dans de la terre, la même terre qu'il y avait dehors, la terre rocailleuse et noire, cette terre grumeleuse et sèche qui faisait des morceaux. Elle avait ses pieds, ses ongles, le bout de ses ongles qui trempaient dans cette terre. Il y avait de l'eau qui avait imbibé la terre, et ça sentait l'humidité comme dehors dans la forêt, comme quand on trébuche dans une racine, et qu'on commence à se relever, comme quand on trébuche dans une racine, qu'on commence à se relever après être tombé sur ses genoux, et qu'avec ses mains on commence à essuyer ses genoux. Quand on relève ses mains et qu'on veut sentir la terre, ça sent l'humidité, ça sent le froid, ça sent la forêt. C'était la même odeur. Elle avait juste le bout des ongles qui trempait dans cette terre qui était grumeleuse, sec et rocailleuse. Je l'ai regardée, elle était par terre, assise. Elle trébuchait tout le temps, elle ne se tenait plus droite. Elle ne tenait plus droite, elle trébuchait tout le temps, elle me regardait, criant pitié, pitié, pitié encore, je la voyais. J'ai essayé donc de lui parler. Elle n'a pas répondu, et pourtant, lorsque moi je ne parlais pas, elle me disait pitié, pitié, s'il vous plaît, avec beaucoup, beaucoup de peine, je l'entendais. J'ai voulu lui ouvrir, et j'ai cherché la clé durant des heures et des heures. Elle ne me faisait aucun signe, elle ne me disait rien. J'ai pourtant essayé de lui dire de parler en mettant ma main et mes deux doigts comme si je prenais son pouls, mais je mettais mes deux doigts sur sa gorge. Je mettais mes deux doigts sur sa gorge comme si je prenais son pouls. Je lui ai demandé pourtant de répéter pitié, pitié, s'il vous plaît, encore une fois, pour savoir si ses cordes vocales n'avaient pas été atteintes. Elle l'a répété une seule fois, mais très faiblement. J'ai senti que ça vibrait. Ses cordes vocales n'étaient pas atteintes, n'avaient pas été touchées. Elle pouvait pourtant me parler, alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Était-ce une femme qui n'avait peut-être plus de voix? Était-ce une sourde ou une muette? Était-ce peut-être quelqu'un qui avait été enfermé là de son plein gré? Avait-elle fait vœu de silence? Était-ce une ancienne sœur, une ancienne bonne sœur? Est-ce que cette maison dans laquelle j'étais, c'était un couvent? J'ai regardé cette femme longtemps, je me suis assis là avec la planche Ougia, par terre le pointeur à côté de moi. Le pointeur à côté de moi, par terre, la planche qui tremblait très légèrement, infiniment, de manière minime, elle la regardait et pointait son regard vers la planche. Je restais là, et j'attendais qu'elle dise quelque chose ou alors qu'elle tourne le regard, qu'elle me détourne le regard en regardant sur le côté. J'ai vu alors ses jambes trembler, et elle m'a regardé. Elle m'a regardé quand j'ai vu ses jambes trembler. Chaque fois j'écrivais ce qu'il se passait. J'avais une feuille en main, un stylo bille noir, et alors j'écrivais avec cet ancien stylo bille noir que j'avais trouvé dans la chambre. J'écrivais « Ses jambes tremblent ». Elle détourne le regard. Elle regarde le mur de gauche. Elle est enfermée. Chaque fois je décrivais ce qu'elle faisait. Ensuite elle me regardait moi. Je voyais qu'elle fronçait les sourcils. Elle fronçait les sourcils et essayait tout de même de se gratter le nez ou le visage avec sa main qui avait été enchaînée, retenue de son plein gré à la chaîne qui était contre les barreaux de la cage dans laquelle elle était. Et je regardais alors sa main qui essayait de se relever, mais la chaîne était trop faible et trop petite. J'écrivais alors ce qu'elle faisait. Elle pensait que c'était moi qui l'avais enfermée là peut-être, mais c'est alors que j'ai écrit. Elle essaye de se gratter, de faire quelque chose, ou alors peut-être de se libérer, d'ouvrir la cage. Chaque fois j'écrivais ce qu'elle faisait, elle m'intéressait, et chaque soir je revenais. Un jour, elle m'a juste dit le mot ombre. Je pensais qu'elle parlait de cette femme qui m'avait attiré vers ce livre qu'il y avait dans la boîte, proche de l'armoire. Je pensais qu'elle parlait d'elle. Un jour je suis revenu. Elle m'a dit le mot ombre une nouvelle fois. Je lui ai demandé « Quelle ombre ?» Elle m'a parlé d'une femme avec un parapluie blanc. J'ai commencé à écrire tout ce qu'elle disait. Une femme avec un parapluie blanc. Et là,
J'ai commencé à avoir des réponses sur cette femme, son nom, où elle habitait, quelle maison, à quel endroit. Elle m'a alors parlé du clocher, le clocher que je voyais depuis ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, le clocher de l'église avec la girouette, sur lesquels il est écrit nord, sud, ouest et est, où je peux voir dans quelle direction le vent se dirige. Elle m'a parlé du clocher de l'église, les cloches qui sonnent toujours par 5 coups et parfois par 3. De temps en temps, la messe de midi, elle m'en parlait, les personnes qui y allaient, qui étaient dévouées à y aller tous les jours, tous les dimanches. Elle m'en parlait. Elle me parlait de l'amnistie, elle me parlait des injonctions et d'autres choses. Parfois les choses n'avaient aucun sens et n'avaient pas de lien. Mais tout de même, j'ai réussi à faire un lien, trouvant que cette personne était une personne dévouée à Dieu. C'était une ancienne servante qui vivait dans ce couvent. Cette maison était un couvent et je ne le savais pas. C'était une ancienne servante. Ce n'était pas une religieuse, mais une servante. Elle servait. Elle était là pour les autres, pour les religieuses. Elle me parlait d'amnistie, et je lui ai demandé si elle avait déjà péché. Elle m'a regardé, et puis elle a regardé la situation dans laquelle son corps était, trempé dans la terre, dans les matières fécales, dans la boue, trempé dans l'eau mélangée à la terre. Cette terre rugueuse, brumeuse, imbibée d'eau. Elle m'a regardé, avec cette terre brumeuse et rugueuse, presque noire, imbibée d'eau. Elle a regardé son corps, dans quel état il était. Elle a regardé les multiples lacérations, les petits coups de couteau qu'elle avait en dessous des aisselles et sur les bras. J'ai regardé son corps, et j'ai regardé son sein droit qui était couvert de petites lacérations faites avec la pointe d'un couteau. Là, elle a froncé les sourcils, a baissé le regard, et n'a plus rien dit pendant 1 heure. Je suis parti, j'ai fermé la porte derrière. Dans l'état dans lequel elle était, je ne voulais pas la laisser seule. L'enfant était en train de hurler dans sa chambre. Une jeune femme, avec sa main, caressait ses cheveux. Il avait peur, ne la connaissait pas et n'arrivait même pas à voir son visage. Juste ses pommettes, et peut-être ses longs cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules. La tête inclinée sur le côté, elle m'a regardé. J'ai vu que son cou était tordu, qu'il y avait l'os de la colonne vertébrale qui ressortait. Une vertèbre qui passait et qu'on pouvait voir très clairement. L'enfant l'a alors regardé, et la jeune femme était venue déposer un landau avec un jeune enfant qui criait, un nouveau-né. Elle était venue déposer une chaise noire en bois de chêne, et dessus il y avait un coussin. Il y avait un coussin blanc, et la chaise était en bois de chêne très sombre, imbibée d'eau et peut-être un peu pourrie. Il y avait ce coussin blanc dessus, sur lequel il y avait un livre d'enfant, destiné aux plus jeunes enfants que celui que j'avais déjà chez moi, un landau dans lequel on pouvait voir qu'il était bercé par les mouvements d'un bras, le bras de cette mère qui était en train de bercer le landau. Il était proche de la fenêtre, les rideaux étaient ouverts, et alors la jeune femme, au-dessus des rideaux ouverts, prenant un rideau par la main, pour pouvoir voir son enfant comme si elle dégageait ses cheveux, prenant un rideau par la main, qu'elle poussait sur le côté, dégageant le rideau de sa vue. Elle regardait son enfant et le caressait, très légèrement sur le front. Tout en passant sa main dans ses cheveux, elle a pris le livre, m'a regardé. Le jeune enfant était effrayé par le jeune landau et le jeune nouveau-né qui était arrivé. Il hurlait et je suis parti. Je lui ai demandé de courir dans les escaliers, de ne pas s'arrêter, même si une porte se ferme, claque ou alors s'ouvre. Il a couru dans les escaliers, est arrivé en bas devant la porte, a attendu. Je le voyais pressé, stressé, nerveux et peut-être apeuré. Il m'attendait. J'ai couru dans les escaliers, je lui ai dit qu'on partait, je lui ai mis mon manteau sur les épaules. Quand je lui ai mis mon manteau sur les épaules, on est parti. Dans la voiture, j'ai commencé à conduire le plus vite possible. Le portail s'est ouvert, mais là je devais sortir pour le refermer. Je suis parti avec la voiture, il regardait la maison s'éloigner, mais il y avait cette femme avec le landau à l'extérieur, avec son enfant dans les bras, qui était en train de le bercer avec ses 2 mains jointes. Elle avait le livre en main et lisait une histoire. C'est dans la tête du jeune enfant que résonnait l'histoire. Ainsi nous sommes partis, et la voiture n'est plus jamais revenue là où on pensait. Cette maison. La maison, la maison s'éloignait, mais la voiture n'est plus jamais revenue à cette maison. On est parti trouver un autre endroit, pensant que c'était la meilleure chose à faire. J'ai marché dans chaque mur de cette maison, dans chaque mur, chaque rambarde,
Chaque chambre, j'y ai marché pour pouvoir sauver chacun des enfants. Je les ai pris sous mon aile, et chacun des enfants avait peur de quelque chose, que ce soit une femme, que ce soit une voix ou alors peut-être un rêve, un cauchemar. Chaque enfant avait peur de quelque chose. Et moi je les sauvais, je les consolais. Parfois je venais près d'eux, et ils avaient peur du sous-sol. Ils avaient tous peur du sous-sol. Le sous-sol, c'était la seule chose qu'ils avaient en commun, la seule peur qu'ils partageaient. C'était la seule peur qu'ils partageaient, c'était le sous-sol. Je n'avais aucune idée de pourquoi ils partageaient cette peur tous. Il y en avait un qui m'avait dit qu'il avait peur d'une femme, une religieuse qui venait tout le temps au pied de son lit, et qui le regardait, sans dire aucun mot. Un autre m'a dit qu'il avait peur d'une femme, une femme qui le regardait de trois quarts, et qui regardait en même temps la fenêtre. Celui que je protégeais le plus me disait qu'il avait peur d'une femme, avec son enfant, son landau, à la fenêtre tout le temps. Un autre m'avait dit qu'il avait peur d'un garçon, un garçon qui lui ressemblait comme dans un miroir, mais qui n'avait pas les mêmes yeux, pas le même nez, pas les mêmes traits de visage, seulement un peu plus étiré, un peu plus sobre son visage, ou un peu plus foncé. Il le regardait toutes les nuits. C'était le même trait, les mêmes traits de visage un peu plus étirés. Il avait le visage pâle et les yeux sombres. Peut-être la couleur de ses cheveux était-il un peu plus sobre que son visage, mais il me le décrivait comme ça. Ensuite, j'ai regardé tout autour de moi. Là, j'ai vu la maison reprendre vie. Il y avait des religieuses qui parcouraient les couloirs sans même faire attention à moi, comme si je n'étais pas là. Les lustres arrêtaient de tanguer de gauche à droite et commençaient à se réallumer. J'entendais des pas, comme dans un hôpital. Comme dans un hôpital, j'entendais des pas. Marcher de droite à gauche. Il y avait les notices sur les lits. Les lits étaient installés proches de la fenêtre, séparés par des rideaux. Et il y avait les notices, avec le nom, la personne, la maladie, la pathologie, l'année de naissance, le mois, avec aussi le traitement de la personne, de l'enfant. Chaque enfant était traité. Et tout autour des lits, dans la grande chambre, le dortoir, dans lequel il y avait une bonne douzaine de lits, 6 de chaque côté, peut-être voire 8 de chaque côté, mais il y en avait une bonne douzaine. Tous ces lits étaient munis de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait une perfusion à côté de chaque lit, alors que ce que moi je voyais à côté de chaque lit, c'était une table de nuit, avec une BD, un roman, peut-être une petite lampe de chevet avec un abat-jour qui était mal positionné, une ampoule qui était peut-être cassée de temps en temps à certains lits. Mais là je suis rentré, et j'ai vu une religieuse pour chaque enfant, avec son voile blanc. J'ai vu chaque enfant couché, allongé, avec de multiples blessures, faites avec la pointe d'un couteau. Chaque enfant allongé sur son lit était là, mais ne me regardait pas, ne me remarquait même pas. Ce n'est pas qu'il ne me regardait pas, il ne me remarquait pas. Chaque enfant était là, avec des blessures infimes au couteau. Avec des blessures infimes au couteau, chaque enfant était allongé. J'entendais leur souffrance, je ressentais leur souffrance. Les murs étaient noirs et c'était le même papier peint qu'en bas, que je regardais, dans lequel je voyais des visages. C'était ce même papier peint avec des volutes, avec des courbes. C'était ce même papier peint avec des courbes, avec des volutes, avec des traits bien dessinés, avec des fleurs. C'était ce même papier peint en haut, qui avait été détruit et arraché des murs à la main, sur lesquels je voyais des traits de couteau qui étaient restés là. Et ce papier peint qui avait été arraché à la main, qui avait été détruit, qui tombait et qui se décollait avec l'humidité des murs qui étaient en train de partir à la renverse. Les murs qui étaient en train de partir à la renverse
et de se détruire vers l'avant le papier peint qui tombait, qui se décrochait des murs. C'était le même, exactement le même. Les volutes étaient restées, les courbes qui avaient été dessinées, les lignes droites qui avaient été faites dans les feuilles, dans les pétales des roses, dans les pétales de toutes les fleurs à peu près. Dans les pétales de toutes ces fleurs à peu près, il y avait les lignes droites qui avaient été dessinées dans le sens des volutes. Les volutes et les courbes étaient restés, mais ils étaient tous arrachés. À traits de couteau, je voyais des lacérations, des petits traits de couteau. C'est à traits de couteau que je voyais des petites lacérations, des petites coupures sur les murs, autant que sur les bras, autant que sur les bras des enfants, autant que sur leur corps il y avait à traits de couteau, des petites lacérations, des petites coupures qui avaient été faites avec la pointe d'un couteau. Je les regardais et finalement les enfants étaient tous en souffrance. À un moment, je n'ai plus rien entendu quand j'ai fermé la porte derrière moi, je n'ai plus rien entendu. Plus de cris, plus de souffrance, plus d'enfants qui hurlaient. Je n'ai plus rien entendu. Je n'entendais plus les religieuses planter une aiguille dans leurs bras, verser leur sang dans une petite écuelle. Je n'entendais plus les religieuses avec leurs grands voiles blancs verser leur sang dans une écuelle et les mettre ensuite avec de l'eau. Les mettre ensuite avec de l'eau dans un pot, dans un seau, rejoindre leur sang et le mélanger. Je n'entendais plus ça, je ne voyais plus ça. J'ai ouvert la porte et je voyais une religieuse, avec son grand voile blanc, mélanger le sang de chaque enfant et enfoncer une aiguille dans leur poignet, trouver la veine principale dans laquelle elle allait mettre l'aiguille. Et c'est là que j'ai vu le sang monter jusqu'à la perfusion. Le produit se mélangeait, elle rattrapait le sang avec une aiguille. Elle rattrapait le sang avec une deuxième aiguille qu'elle enfonçait proche de l'autre veine. Ensuite, c'est là qu'elle ramassait le sang qu'elle avait récupéré, qu'elle versait dans un seau en métal, qui était comme ce seau qu'il y avait à côté d'un lit, le lit du premier enfant que j'ai dû garder. Il y avait un seau en métal dans lequel de l'eau de pluie se répandait, qui passait à travers les murs, au travers de la gouttière qu'il y avait sur le côté. À l'arrière se répandait de l'eau de pluie. Là, ce n'était plus de l'eau de pluie qui se répandait dans le sol, ou même voir dans le parquet qui était fissuré, ce n'était plus de l'eau de pluie qui tombait comme à la cave, goutte à goutte, mais c'était du sang sur le parquet qui tombait goutte à goutte dans un seau qui avait été déposé sur une fissure dans laquelle je voyais en dessous le salon. C'est là que je me suis rendu compte ce que faisaient ces religieuses aux enfants qui étaient là bien avant moi. J'ai donc remarqué que ces enfants étaient maltraités, étaient torturés, on récupérait leur sang pour les mettre dans des seaux, les mélanger ensuite avec de l'eau et faire croire à des assassinats. C'est ensuite que j'ai compris que la planche de Ouija avait réveillé un esprit malveillant, malfaisant, qui avait réveillé aussi cette ancienne maison qui était en fait un couvent, qui prenait des enfants comme hôtes pour pouvoir faire croire à des assassinats, à des meurtres. C'est pour ça que cette ville avait été bannie de la carte. C'est pour ça que cette ville avait été bannie de la carte. Certaines religieuses faisaient croire à des meurtres, des assassinats, faisaient croire à des disparitions, ou alors des enfants qui avaient été battus par leurs parents, en leur lacérant très légèrement à coups de couteau, avec la pointe d'un couteau. À coups de couteau, elles leur mettaient des petites lacérations sur le corps, sur les bras, sur les jambes, sur les avant-bras, peut-être même sur les mains et sur les paumes des mains, là où les nerfs sont les plus infimes et font le plus mal. Sur la paume des mains, elles leur mettaient des petites lacérations à traits de couteau, juste avec l'avant. C'était douloureux et j'entendais la douleur des enfants, leurs cris. Le sang était récupéré et versé dans une grande bassine d'eau qu'il y avait juste devant la fenêtre, cachée par les grands rideaux blancs, qui étaient couverts de terre brumeuse et noire, rugueuse qu'il y avait dehors. Cette terre rugueuse et pourpre qu'il y avait dehors, qui était noire, les rideaux en étaient recouverts autant en haut qu'en bas, autant sur le sol humide sur lequel il y avait de la pourriture qui grimpait sur les côtés, sur les vitres sur lesquelles grimpait la pourriture. Regardait par la fenêtre une religieuse avec son voile blanc. C'est là que j'ai aperçu qu'elle récupérait le sang et qu'elle le vidait toutes, les unes après les autres, dans une grande bassine d'eau. Je suis parti et je ne suis plus jamais revenu, pensant conduire la voiture pour rejoindre un autre endroit,
C'est là que je me suis arrêté. Je me suis arrêté dans un petit chalet vide. J'ai pris les 4 enfants à ma disposition. Une jeune femme s'est présentée à moi. Elle avait les yeux noirs et peut-être une pupille blanche et très infime avec... Elle avait peut-être les yeux noirs avec une pupille blanche très infime qui reflétait à l'intérieur. À l'intérieur, c'était très puissant. Sa pupille se reflétait. Ses yeux étaient noirs et elle avait un iris jaune très léger, peut-être même rose pâle, mais c'était du jaune, je le voyais. Ce n'était pas jaune citron, mais c'était jaune, jaune très léger, peut-être même blanc cassé. Se reflétaient alors ses yeux noirs et sa pupille ainsi que son iris. Elle avançait très légèrement en pensant que les 4 enfants que je protégeais étaient les siens. Je suis parti, fouillant ainsi mon travail de gardienne à temps plein, dans cet endroit, fouillant aussi pour ma vie. J'ai laissé les enfants entre les mains de cette femme. J'ai fui comme un lâche, j'ai fui comme une lâche, et je suis parti laissant les enfants dans ce vieux chalet, qui était derrière les champs pourpres à perte de vue. Laissant les enfants là, j'ai fui comme une lâche, et je les ai laissés entre les mains de cette femme, qui s'avançait très légèrement, pensant que c'étaient ses enfants à elle. Elle était vêtue d'une grande robe blanche couverte de terre. La dernière fois que je l'ai vue, c'est par la fenêtre, caresser les cheveux et la chevelure de chaque enfant, leur disant alors qu'ils étaient les siens.